directeurs, eux-mêmes nommés et placés sous la tutelle du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La réforme de l'enseignement supérieur qui a introduit le LMD s'est faite sans la participation réelle et active des enseignants et des étudiants, sans véritable concertation avec leurs syndicats. Et nous le savons tous, était soigneusement écarté de la consultation et des postes de responsabilité des universitaires rebelles, c'est-à-dire ceux qui revendiquaient le libre exercice de leurs libertés académiques et ceux qui ne montraient pas clairement leur allégeance au pouvoir. Quant aux libertés académiques, elles subissaient quotidiennement des atteintes. La censure et son corollaire, l'autocensure, générée par la peur des représailles, était la règle et la liberté l'exception. Censure dont la cible atteignait particulièrement les penseurs modernistes, paradoxe d'un pouvoir qui faisait de la lutte contre le fondamentalisme religieux une priorité. Exclus, ces enseignants ne participaient pas à la détermination des programmes d'enseignement dans lesquels le référent religieux avait une place de choix. Il avait conduit à une science voilée, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Fawzi al-Sharfi, où la théorie darwinienne de l'évolution était écartée au profit des thèses créationnistes et néo-créationnistes. Après la chute de la dictature, malgré la démocratisation des structures de l'université, par la généralisation des élections de ses organes directeurs en avril 2011, les libertés académiques ont été fortement remises en cause par les gouvernements mis en place après les élections de l'Assemblée nationale constituante au nom de la religion, ce dont témoigne le livre de Habib Malher, Chronique du Manobistan. Malgré ces atteintes multiples aux libertés académiques, elles ont survécu. Et si elles ont survécu, c'est grâce à la mobilisation de la société civile, et c'est grâce à cette mobilisation qu'elles ont été gravées dans le marbre de la Constitution, puisque l'article 33 de la Constitution du 27 janvier 2014 dispose que les libertés académiques et la liberté de recherche scientifique sont garanties. L'État fournit les moyens nécessaires au développement de la recherche scientifique et technologique. Si ces libertés académiques ont survécu, c'est en raison de l'existence d'un esprit universitaire caractérisé par, comme il a été dit par Madame, caractérisé par le refus d'être mis au pas. C'est dans cet esprit universitaire que l'on peut définir positivement comme étant la foi dans le savoir que réside toute la force de résistance et de dissidence de l'université, notamment tunisienne. La constitutionnalisation de ces libertés est d'autant plus importante qu'elle devrait permettre l'épanouissement de cet esprit universitaire et son ancrage auprès de jeunes recrues. Les universitaires sont certes des fonctionnaires, mais des fonctionnaires pas comme les autres, non pas supérieurs aux autres, mais différents. Les universitaires sont avant tout des penseurs, ce ne sont pas des serviteurs. Je vais, dans un premier temps, reprendre très rapidement, puisque cela a été expliqué auparavant, le principe d'indépendance, les libertés académiques définies comme étant le principe d'indépendance, et ensuite expliquer pourquoi elles sont véritablement le socle sur lequel repose l'université. Comme il a été dit également, on se répète un petit peu, les libertés académiques sont formées par une liberté individuelle, qui est celle de l'enseignant, et puis c'est également une liberté collective, c'est la liberté du corps, l'indépendance de l'université, qu'on appelle autonomie institutionnelle. Alors, une liberté individuelle d'abord, et je reprends aussi les mots de Karl Jaspers, qui dit que l'enseignement universitaire est fondé sur le libre dialogue, le questionnement critique. Il est fait de propositions d'hypothèses qui rencontrent celles d'autres chercheurs et prennent constamment le risque d'être démentis. Il se situe toujours dans le cadre d'un savoir en cours, et c'est la différence avec l'enseignement dans le secondaire. Toujours selon Jaspers, un enseignement de type universitaire
qu'il soit d'économie, d'histoire, de physique nucléaire, peu importe, se situe nécessairement dans un débat en cours dont il faut connaître l'histoire et les frontières actuelles. L'universitaire est donc avant tout un penseur, ou à tout le moins, il a pour mission la quête de la connaissance, la quête du savoir, et s'il a aussi pour mission de diffuser le savoir traditionnel et la culture, comme il est dit dans les principes directeurs de la déclaration de l'UNESCO de 1977 sur la condition des enseignants universitaires, s'il a donc aussi pour mission de diffuser le savoir traditionnel et la culture, l'enseignant a aussi le droit d'exprimer librement son opinion à ce sujet et de poursuivre sa quête de la connaissance sans être entravé par des impératifs doctrinaires. L'enseignant universitaire a aussi pour mission l'exploration et l'application de nouvelles connaissances qui se situent au cœur du mandat des établissements d'enseignement supérieur, toujours selon les principes directeurs de la déclaration de 1997 de l'UNESCO. Alors dit autrement, et pour reprendre Derrida encore, ce qui fait le professeur, c'est moins l'autorité, la compétence supposée et l'assurance de la profession ou du professeur que l'engagement à tenir la déclaration de responsabilité, à savoir la quête du savoir et de la connaissance. Alors cette liberté d'enseigner est aujourd'hui d'autant plus garantie que l'article 39 de la Constitution du 27 janvier 2014 ne s'est pas limité à donner comme fonction unique à l'enseignement, et ce dans tous les cycles, donc y compris le supérieur, d'ancrer l'identité arabe et musulmane auprès des jeunes générations. Ce sont d'ailleurs des universitaires qui sont montés au créneau, pesant de tout leur poids pour que soit modifiée la première rédaction de l'article 39 de la Constitution et laisser l'enseignement ouvert aux autres civilisations et à la diffusion de la culture des droits de l'homme. Qu'est-ce que la liberté d'enseigner? Si elle avait été limitée à cette fonction, l'enracinement de l'identité arabe et musulmane, laquelle aurait dès lors été exclue de tout questionnement critique. Car la liberté d'enseigner, c'est aussi la liberté d'opinion et d'expression, incluant la critique de la société, des institutions, des doctrines, dogmes et opinions, y compris des règles et politiques universitaires, scientifiques et gouvernementales. Quoique les libertés académiques aient été distinguées dans le texte de la Constitution, donc dans l'article 33 de la libre recherche scientifique, il est clair que la libre recherche scientifique est inhérente à la fonction de l'enseignement universitaire. Ce qui signifie qu'aucune restriction, aucune ingérence ne peut être admise dans la recherche. La liberté de recherche a pour corollaire la liberté de publication. Aucune censure ne devrait dès lors être admise. Toute censure porterait atteinte à l'essence de la liberté de la recherche et de la publication des résultats de la recherche, ce qu'interdit l'article 49 de la Constitution du 27 janvier 2014. Et si des limites peuvent y être faites à la liberté de recherche, c'est seulement dans la mesure où ces recherches ne sont pas exercées dans le respect de la responsabilité professionnelle et des principes professionnels nationalement et internationalement reconnus de rigueur intellectuelle, scientifique et morale. Là aussi, je reprends la déclaration de l'UNESCO de 1997. La liberté de la recherche scientifique nécessite le droit d'accès à l'information, droit qui est également garanti dans l'article 32 de la Constitution actuelle, qui dispose que l'État œuvre à garantir le droit à l'accès au réseau de communication. C'est aussi le droit d'avoir accès à des bibliothèques possédant une documentation à jour et qui soit libre de toute censure ou à toute entrave de nature intellectuelle, l'accès sans aucune censure aux réseaux informatiques internationaux et aux bases de données nécessaires à leur enseignement, à leur formation et à leur recherche, là aussi, déclaration de l'UNESCO de 1997. C'est aussi la liberté des enseignants tout au long de leur carrière, de participer à des rencontres internationales sur l'enseignement supérieur ou la recherche, la liberté de voyager à l'étranger sans restriction politique, d'utiliser le réseau Internet ou de participer à des téléconférences.
Ces libertés doivent être garanties, même vis-à-vis de l'opinion publique, donc des forces extérieures, qui veulent avoir leur mot à dire sur la pertinence scientifique des choix de recherche. Là aussi, il en a été question tout à l'heure. Je vais encore citer Derrida, je suis une fan de Derrida, excusez-moi. Derrida qui dit que l'enjeu politique aujourd'hui pour l'université est le suivant. Dans quelle mesure l'organisation de la recherche et de l'enseignement doit-elle être soutenue, c'est-à-dire directement ou indirectement contrôlée, disons par euphémisme, sponsorisée en vue d'intérêts commerciaux et industriels? Peut-on encore parler de liberté de la recherche quand l'université n'est pas responsable dans ses choix? D'où, en fait, tout l'intérêt d'avoir explicitement constitutionnalisé la liberté de recherche scientifique, là aussi grâce à la mobilisation des universitaires, parce qu'au départ, il s'agissait de garantir uniquement les libertés académiques. Donc cette indépendance intellectuelle des enseignants, cette liberté individuelle est nécessaire et elle est garantie par l'autonomie du corps, donc la liberté collective, l'indépendance de l'université. L'université est définie par sa collégialité, comme le dit la déclaration de l'UNESCO de 1997, c'est une communauté d'érudits. Et l'indépendance du corps signifie que c'est la communauté des universitaires qui doit prendre à l'abri de toute influence extérieure, qu'elle soit l'œuvre des gouvernements, des partis politiques ou de tout autre groupe d'intérêts ou institutions, les décisions les plus importantes concernant notamment son organisation, son administration, l'allocation de ressources, etc. Donc l'université s'autogère, ses organes doivent être collégiaux, les décisions les plus importantes doivent être prises par l'ensemble de la communauté. Elle est représentée par ses propres membres, élus par leur pairs. J'avais dit tout à l'heure que l'université avait été démocratisée lors de la première transition, donc avant les élections d'octobre 2011. Elle avait été démocratisée par la généralisation de l'élection de ses organes directeurs, mais des tentatives ont été faites durant la deuxième transition, donc par les gouvernements issus des élections d'octobre 2011, pour vider ces élections de tout sens, puisque, et alors là, je n'ai pas eu accès directement à la circulaire, mais on a beaucoup parlé d'une circulaire qui voulait faire participer le personnel administratif pour les élections des organes représentatifs de l'université. Alors, le droit de vote et d'éligibilité appartient aux seuls enseignants universitaires, sinon on vide le principe d'indépendance de son sens. La réforme d'avril 2011, si elle a démocratisé l'université, elle n'a pas mis fin à sa gestion centralisée. Le droit d'être associé aux décisions de l'université est donc mis à mal par cette centralisation. L'autonomie de l'université, c'est aussi celle des facultés et autres établissements universitaires. Or, les conseils scientifiques n'ont toujours qu'un pouvoir consultatif, c'est le conseil des universités qui, avec le ministère, fixe la politique générale et le contenu des programmes de l'enseignement. La loi de 2008, comme vous le savez, avait transféré une partie des attributions les plus importantes du conseil de l'université et du conseil scientifique et pédagogique au conseil des universités. Et c'est donc le conseil des universités qui est compétent pour notamment habiliter les institutions universitaires, fixer les programmes dans les domaines de la formation et de la recherche. Or, le conseil des universités qui est présidé par le ministre est composé uniquement des différents recteurs d'université et par les directeurs généraux de l'administration centrale du ministère. Il y a donc une centralisation des pouvoirs au sein du conseil des universités. Et en raison de cette centralisation, il ne peut pas y avoir de gestion efficace des différents établissements, puisque toutes les décisions les plus importantes sont prises par le haut. Et donc la constitutionnalisation des libertés académiques devrait conduire à une réforme de la loi de 2008, en particulier sur ce point, et donc conduire à une décentralisation et à plus d'autonomie
aux facultés et aux autres établissements universitaires, en donnant notamment au Conseil scientifique et pédagogique un pouvoir délibératif. Alors, l'indépendance de l'université, c'est aussi la garantie que l'accès au corps se fasse par concours ou par appréciation scientifique, ainsi que avec l'intervention des organes représentatifs pour toute mesure relative à la carrière, ce que l'on appelle l'évaluation par les pairs. Des coups de canif, alors j'ai mis des coups de canif, mais alors quand j'ai regardé les textes, je dirais vraiment des coups... des coups de couteau, parce que canif c'est petit, mais... alors notamment dans ce décret du 7 octobre 2013 fixant le statut particulier au corps des chercheurs relevant des établissements publics de recherche scientifique soumis à la tutelle du ministère chargé de la recherche scientifique, puisque l'article 41 de ce décret prévoit que l'on pourra intégrer dans le grade de chercheurs ceux qui ont bénéficié de l'amnistie générale, et donc ces personnes vont être réintégrées sans passer par les concours préalables. Je vous la donnerai tout à l'heure si vous voulez. Donc, sans passer par les concours préalables, il est prévu la création de commissions ad hoc, commissions dont les membres vont être désignés par le ministre de l'Enseignement supérieur. On ne sait pas sur quels critères, on ne sait pas si ça va être des enseignants universitaires, ni sur quels critères ces personnes-là vont intégrer le grade de chercheur. Donc c'est un décret qui est vraiment très grave, et je crois qu'il faut se mobiliser contre cette disposition et également les dispositions qui sont prévues dans un autre décret qui est le décret du 13 décembre 2012 fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l'amnistie générale et de régularisation de leur situation administrative. Bien, comme on le voit, l'université n'est jamais à l'abri. C'est une citadelle assiégée. Et si